À un moment donné de sa longue et très intéressante histoire, notre chère planète Terre était en train de roupiller tranquillement, faisant son petit bonhomme de chemin, tournant autour du Soleil. Et puis, bam! La vie commence à s'emballer. Les plantes et les animaux se mettent à se pavaner, dévoilant toute leur complexité. Un peu plus tard, il y a environ 65 millions d'années pour être exact, une catastrophe cosmique se produit. C'est du moins ce que nous supposons. Un astéroïde s'est probablement écrasé sur la Terre, anéantissant les dinosaures et un tas d'autres grands animaux. Nous n'avons pas beaucoup plus de détails sur l'astéroïde en question. Mais nous savons qu'il était extrêmement massif et qu'il s'est écrasé sur notre précieuse planète, créant un chaos poussiéreux qui s'est répandu partout. Aujourd'hui encore, on trouve des vestiges de cette couche de poussière dans les roches sédimentaires. Si tu creuses en dessous, tu y découvriras tout un tas de fossiles. Ces créatures préhistoriques menaient la grande vie avant que l'astéroïde ne vienne gâcher la fête. Imagine que la planète fasse le ménage, laissant un tas d'espaces vides qui n'attendent que d'être remplis. Et devine qui a profité de l'occasion ? Les mammifères pardis. Ces petites créatures à fourrure se sont faites connaître. Mais comment se fait-il que cette catastrophe ait été une si belle opportunité pour eux ? C'est assez simple, en fait. En l'absence de persécuteurs, ils ont grandi, se sont multipliés et ont vu leur population s'étendre. Toutes sortes de mammifères se sont joints à eux pour combler les vides. Primates, rongeurs, bref, toute la bande à fourrure. Nous parlons ici de mammifères placentaires, de marsupiaux et même de mammifères pondant des œufs, ce qui ajoute une sérieuse touche de variété au mélange. Nous aimons considérer les primates comme nos plus proches parents sur Terre. Quelle est leur histoire ? Il y a environ 63 millions d'années, quelques millions d'années après la dernière danse des dinosaures, les primates ont décidé qu'il était temps de se réunir en famille. Ils se sont divisés en deux groupes. Les haplorhiniens, qui sont devenus les petits et les grands singes que nous connaissons aujourd'hui, et les strepsirhiniens, qui sont devenus les lémuriens et les aïe-aïe. La fête ne s'est pas arrêtée là. Il y a environ 58 millions d'années, les haplorhiniens ont entamé leur propre petite mission. Un invité spécial, le tarsier, a fait son entrée en scène. Avec ses grands yeux parfaits pour toutes sortes de manigances nocturnes. Le tarsier a choisi un chemin différent de celui de ses parents primates, embrassant sa niche unique et évoluant à l'écart. Aujourd'hui encore, le tarsier est le seul primate à se nourrir exclusivement de viande. Ces petits bonshommes ont un goût prononcé pour les insectes, les petits oiseaux, les rongeurs et même les lézards. Mais ce n'est pas tout ce qui les rend uniques. Leurs yeux sont 2 fois plus grands que leur cerveau. Leur tête peut aussi effectuer une pirouette de 180 degrés, comme un hibou. Grâce à leurs caractéristiques, les tarsiers sont les véritables rois et reines de la nuit. Grâce à leur super pouvoir de repérage des ultrasons, ils peuvent détecter leur proie instantanément. De plus, leurs pattes et leurs pieds sont tels des ressorts, toujours prêts à les faire bondir. Ils possèdent un os spécial de la cheville, le tarse, qui leur permet d'effectuer des sauts de proportions épiques. D'où leur nom, si tu te posais la question. Mais laissons ces petites créatures se reposer et revenons à notre histoire. Il y a environ 55 millions d'années, la Terre a monté le thermostat, littéralement. Cette chaleur s'est avérée un peu trop difficile à supporter pour de nombreuses créatures et plantes des profondeurs de l'océan. Et elles ont tiré leur révérence. Mais chaque fin est toujours le commencement d'autre chose, n'est-ce pas ? Les mammifères océaniques connus sous le nom de cétacés y ont vu leur chance et l'ont saisie. Ils se sont engouffrés dans ces niches vides et se sont rendus maîtres des mers. Dans cette catégorie de créatures, on retrouve la baleine bleue et le dauphin. Un primate particulier a fait son apparition il y a environ 47 millions d'années. Les scientifiques appellent aujourd'hui affectueusement le fossile de cette créature Ida. Cette petite merveille a fait sensation, car elle a d'abord été présentée comme le chaînon manquant de l'évolution humaine. Mais voici la partie la plus hilarante. Il s'est avéré qu'Ida ne faisait pas partie des haplorhiniens à nez sec, mais plutôt des strepsirhiniens à nez humide. Il y a 40 millions d'années, un autre événement majeur s'est produit dans le monde des primates. Les singes du Nouveau Monde, nos lointains cousins, ont décidé d'emprunter un chemin différent et de se détacher de notre lignée de singes de l'Ancien Monde. Ils ont pris leurs affaires et sont partis à la conquête de l'Amérique du Sud, où ils vivent encore aujourd'hui. Quelle est la différence entre les deux, me diras-tu ? Eh bien, un élément crucial les distingue.
Les singes de l'ancien monde avaient les narines orientées vers le bas. Il y a environ 25 millions d'années, une autre bande de singes est entrée en scène. Ceux-ci avaient une particularité. Ils n'avaient pas de queue. Ces créatures uniques allaient redevenir nos plus proches parents. Il s'agit des singes et des grands singes. Des mecs cool qui partagent avec nous un grand nombre de similitudes génétiques. Le premier singe à s'être libéré de cette folie simiesque est le gibbon. Il y a environ 18 millions d'années que ce petit acrobate a fait son entrée sur scène. Quelques millions d'années plus tard, les grands singes se sont également joints à eux. Les orang-outans auront été les pionniers, s'aventurant dans les régions sauvages du sud de l'Asie. Nous nous rapprochons de plus en plus du présent. Il y a 7 millions d'années, les grands singes ont pris un tournant significatif sur la route de l'évolution. L'une des voies menait à nos ancêtres, les futurs Homo sapiens, tandis que l'autre conduirait aux chimpanzés et aux bonobos. Ces deux branches de primates sont restées soudées pendant quelques millions d'années avant de prendre des chemins différents. Il y a 5 ou 6 millions d'années, un singe a changé la donne. L'Ardipithèque a fait son entrée dans l'histoire de notre évolution. Il possédait un talent très particulier, la bipédie. En effet, il s'agissait là de l'un des premiers singes à marcher sur 2 pieds, ce qui a probablement suscité la plus grande circonspection de la part de 16 compagnons primates. Les véritables vedettes, cependant, sont arrivées il y a environ 4 millions d'années. C'est l'équipe des Australopithèques, les premiers membres de la sous-tribu des Hominina, notre tribu à nous. Qu'est-ce qui les rendait si spéciaux? Eh bien, probablement le fait qu'ils soient venus aussi bien équipés, d'outils en pierre, pour être précis. Il semble qu'à un moment donné de leur évolution, ces astucieux primates aient commencé à utiliser la pierre pour se faciliter la vie. Maintenant, voici un tournant crucial de notre l'histoire. Il y a environ 2 millions d'années, nos ancêtres ont été confrontés à une famine de grande ampleur. La survie du plus fort était alors le mot d'ordre, et 2 stratégies ont vu le jour. Le premier groupe a opté pour des mâchoires plus puissantes, ce qui lui a permis de mâcher des aliments coriaces comme les noix. Le second groupe a eu une toute autre idée. Il a opté pour des mâchoires plus faibles, mais des cerveaux plus gros. Il voulait avoir accès à une plus grande variété d'aliments. Évidemment, c'est le groupe au cerveau le plus développé qui l'a emporté. Et c'est là que notre équipe entre en jeu. Il y a environ 2,5 millions d'années, un type de primate surnommé l'homme habile a marqué l'histoire. Ces créatures intelligentes avaient un plus gros cerveau et savaient comment utiliser ces neurones à bon escient. Puis, il y a environ 1,9 million d'années, une nouvelle étoile est apparue au firmament, l'Homo erectus. Ces créatures ne se contentèrent pas de marcher debout. Elles avaient aussi un cerveau presque 2 fois plus gros que celui de l'Homo habilis d'antan. Ils ont pris le monde par surprise, en devenant les premiers de nos ancêtres à s'aventurer hors du continent africain. Ils savaient même apprivoiser le feu. Il y a environ 700 000 ans, le monde a ensuite connu une révolution culinaire, lorsque les premières traces de cuisine sont apparues. Et il y a environ 500 000 ans, nos ancêtres ont décidé qu'il était temps de devenir esclaves de la mode en arborant les premières traces de vêtements. Notre propre espèce est née il y a seulement 300 000 ans. Je t'avais bien dit qu'on était à la traîne. Mais le monde n'a plus jamais été le même après l'apparition de l'Homo sapiens, l'homme moderne sur le plan anatomique. Aux côtés d'autres membres de notre famille, nous avons émergé, prêts à conquérir le monde avec nos esprits novateurs et nos sociétés complexes. Le cheminement exact de notre évolution reste un peu mystérieux. Mais ce dont nous sommes sûrs, c'est que les Néandertaliens se sont joints à la fête à un moment ou à un autre. L'essor de l'Homo sapiens s'est accompagné d'un développement des capacités linguistiques. Le langage moderne serait apparu presque en même temps que notre espèce. Nous avons commencé à nous exprimer, à partager des histoires et à façonner le monde avec nos mots. Et voilà le travail. Il aura fallu 13,8 milliards d'années d'histoire cosmique pour que les humains fassent leur entrée. Réfléchis-y. 99% du temps écoulé depuis le Big Bang, nous n'étions même pas là. Notre espèce, l'Homo sapiens, est la petite dernière de la famille Terre et n'existe que depuis une infime partie du temps alloué à l'univers. Pourtant, en un clin d'œil, nous avons réussi à démêler toute l'histoire qui nous a menés à notre propre existence. L'histoire ne s'arrêtera pas avec nous. C'est une saga en cours qui s'écrit à chaque instant. Faisons ensemble une expérience de pensée, voulez-vous? Imaginez que vous êtes en train d'escalader l'Himalaya et que vous vous êtes perdu.
Il semble que vous soyez dans une vallée isolée. Vous avez épuisé toutes vos réserves de nourriture et d'eau, et vous ne savez plus quelle direction prendre. Vous êtes tellement à bout de force que vous ne savez même plus si vous serez capable de rentrer chez vous. Soudain, au loin, vous apercevez un homme à l'air sage qui marche vers vous. Mais vous ne pouvez vous empêcher de fermer les yeux, vaincu par la fatigue. Vous ouvrez les yeux et découvrez un endroit totalement inconnu. Le sage est assis juste à côté de vous. Il vous dit « Bonjour, voyageur, et bienvenue au pays des immortels ». On dirait le début d'un film d'Indiana Jones, n'est-ce pas? Mais que diriez-vous si je vous disais qu'un tel endroit existe, tout au moins selon certaines légendes, croyances et textes anciens? Les textes tibétains mentionnent un lieu appelé Gyanganj, également connu sous le nom de Shambhala ou Shangri-La selon les cultures. Cette ville légendaire est le foyer d'êtres immortels et une terre d'éveil spirituel. Prenez l'un de ces noms, Shambhala, par exemple. Cela signifie « source du bonheur » en sanskrit. On s'attendrait donc à ce que ce royaume céleste soit entouré de toutes sortes de merveilles, avec des jardins et d'imposantes et majestueuses constructions. Les croyances et les mythes anciens affirment que lorsque vous entrez dans Gyanganj, vous pensez immédiatement à la structure d'une fleur de lotus à 8 pétales. L'endroit est entouré de montagnes enneigées. Il possède de magnifiques cascades qui se jettent dans un lac pur et divin dont l'eau a des pouvoirs thérapeutiques extrêmement puissants. Ce lieu est illuminé en permanence par une lumière blanche comme du lait et qui ne provient ni du soleil ni de la lune. On y trouve également des plantes phosphorescentes qui peuvent émettre la lumière souhaitée sur commande vocale. Une centaine d'autres fleurs ravissantes poussent toute l'année dans ces jardins, en plus d'innombrables arbres qui produisent des fruits délicieux. Mais un arbre en particulier se distingue. C'est l'arbre de l'immortalité ou l'arbre de vie. Décrit comme un cristal scintillant, il se dresse au centre de Gyanganj et unit le ciel, la terre et le monde souterrain. Ses fruits ressemblent à une forme abstraite du Sri Yantra, un diagramme mystique utilisé dans l'hindouisme, composé de 9 triangles entrelacés. Cependant, personne n'est autorisé à emporter ces fruits hors de Gyanganj. Pour le faire, il faut en recevoir la permission expresse des habitants de la ville. Cela nous amène à nous demander qui vit dans cette ville magique et mystique. Selon les légendes, Gyanganj serait habité par un grand nombre de maîtres éclairés, ou en d'autres termes, des sages qui guident subtilement le destin du monde par la méditation. Ce sont des êtres éternels qui ne sont affectés par aucun désir ni aucune souffrance humaine. Leur devoir est de protéger les enseignements spirituels du monde et d'œuvrer pour le bien de l'humanité, ainsi que de tous les êtres conscients. On croit également que lors d'une période de grand chaos, le 25e souverain de Gyanganj apparaîtra pour mener la planète vers un avenir meilleur. Ces sages et êtres éternels qui vivent là sont en quelque sorte les protecteurs de Gyanganj. Donc, si vous envisagiez de vous rendre dans ce lieu une carte à la main, nous sommes au regret de vous informer que ce ne sera pas possible. Tout d'abord, personne ne sait vraiment où se trouve exactement Gyanganj. Certains pensent qu'il s'agit d'une vallée reculée de l'Himalaya, d'autres affirment que la ville se trouve dans une grotte cachée. Il y a également des personnes qui pensent qu'elle est située sur une chaîne de montagnes, et d'autres encore qui soupçonnent qu'elle se trouve sur un plateau isolé. L'emplacement de la ville est donc un mystère et semble devoir le rester, car on dit aussi que les sages immortels de Gyanganj dissimulant la vallée aux yeux des humains à l'aide d'une sorte de bouclier énergétique. Google Maps ne vous sera donc d'aucune aide. C'est pourquoi certains, dont le Dalai Lama, suggèrent même qu'elle existe dans une autre dimension. Mais on trouve dans certains textes anciens quelques instructions sur la manière d'accéder à Gyanganj. Cependant, ces indications seraient incompréhensibles. Pour moi, beaucoup de choses le sont. Mais imaginons un instant que vous ayez déchiffré les instructions et que les êtres immortels soient prêts à vous accueillir. Hélas, vous ne pourriez peut-être toujours pas entrer dans cette ville cosmique, et voici pourquoi. On croit que seuls les maîtres éclairés ou les sages qui ont un certain lien karmique avec elle peuvent y accéder. Alors, que font les êtres éternels d'un endroit aussi magique? N'oubliez pas qu'ils ont tout le temps du monde.
Les textes anciens indiquent que Gyeonggange possède un centre et 16 zones, destinées à l'étude de 16 sciences différentes. Il s'agit notamment des sciences solaires, des sciences planétaires universelles, des sciences liées au temps, de la science de l'air, de la science liée au Soleil et à la Lune, de la science liée à l'espace, de la science liée aux forces gravitationnelles, etc. Ce qu'elles ont toutes en commun, c'est que pour pouvoir les étudier, il faut d'abord avoir une très bonne compréhension de l'énergie. Le niveau des cours est extrêmement avancé, et ces enseignements sont encore inconnus, même à l'époque moderne. Chaque système scientifique comporte différents départements, et tous ces départements ont leurs propres enseignants. Comme le temps ne fonctionne pas comme nous le comprenons ici, et que l'immortalité est possible, la plupart de ces enseignants ont des centaines, voire des milliers d'années. Ils peuvent rester dans leur corps spirituel, qui apparaît comme une masse de lumière brillante, tandis que leur corps physique reste séparé. Quelle école, n'est-ce pas? En comparaison, Poudlard semble bien ennuyeux. Et est-ce qu'il est possible d'y obtenir un diplôme? Bien sûr, toutes ces histoires et ces mystères autour de Gyeonggange ont attiré de nombreux curieux du monde entier. D'innombrables tentatives ont été faites par des alpinistes et des randonneurs, dont le président Franklin Roosevelt lui-même, pour trouver cette terre d'immortalité et d'éveil spirituel. Cependant, comme vous pouvez l'imaginer, elles n'ont abouti à rien. Néanmoins, quelques personnes, notamment de célèbres chefs spirituels, des sages et des aventuriers, ont affirmé l'avoir visité. L'un d'entre eux était Sri Gopinath Kaviraj, un érudit célèbre, qui aurait été le premier à trouver cet endroit dans l'histoire moderne. Après sa visite présumée à Gyeonggange, il a écrit un livre et a rendu cet endroit populaire dans la culture moderne. Après avoir lu son livre, de nombreux autres érudits étrangers se sont précipités au Tibet pour en savoir plus. Une autre personne ayant prétendu s'y être rendue est un alpiniste qui s'était perdu dans l'Himalaya. Selon son récit, après s'être égaré, il avait consommé par erreur des champignons vénéneux. Complètement désorienté, il était tombé sur une montagne avec un précipice plongé dans la brume. Et il avait chuté dans le vide. Après s'être relevé, il s'était rendu compte qu'il était entouré de personnes vêtues d'habits étranges qui soignaient ses blessures. Une fois complètement guéri, il l'avait escorté hors de la ville. Il y a également le chef spirituel Guru Saikaka. Il a déclaré avoir visité Gyeonggange à plusieurs reprises. Selon son récit, il s'y rendait pour recevoir un enseignement spirituel ainsi que l'immortalité. Il a affirmé qu'un sage l'escortait dans la ville à chacune de ses visites. Dans ses récits, il indique également que le royaume existait dans une dimension supérieure. Un autre visiteur présumé de Gyeonggange fut L.P. Farrell, un officier anglais, qui affirma avoir découvert ce lieu mystique en 1942. Même si toutes ces histoires et descriptions de Gyeonggange nous permettent de nous en faire une image vivante, il peut être difficile pour beaucoup d'entre nous de garder l'esprit ouvert quant à son existence. Cependant, il faut admettre que l'idée d'un tel endroit, où l'immortalité est possible et où des êtres véritablement moraux œuvrent pour protéger l'humanité, est réconfortante, fascinante et bouleversante. Le 30 octobre 1759, les habitants du Moyen-Orient ont été réveillés en sursaut par un tremblement de terre. Des fissures sont apparues sur les murs de leur maison, les toits ont commencé à s'effondrer. Les gens sont sortis en courant de leur maison et se sont rassemblés dans des zones dégagées. Mais à cause des fortes secousses, ils continuaient à perdre pied et à tomber. Un mois plus tard, un autre tremblement de terre s'est produit qui s'est avéré être encore plus fort. Des arbres ont été brisés, des maisons se sont effondrées, des fissures profondes sont apparues dans le sol. La catastrophe a duré 2 minutes. Des oasis, des routes et des villes ont été détruites. Miraculeusement, les anciens bâtiments de Baalbek ont résisté au tremblement de terre. Certains historiens affirment que ce lieu majestueux et mystérieux a été construit sous l'Empire romain. Mais de nombreux chercheurs ne sont pas d'accord. Quelle que soit la vérité, la ville est l'un des principaux mystères archéologiques de l'humanité. Le bâtiment le plus étonnant de Baalbek est le temple de Jupiter. Les habitants de l'Empire romain croyaient que Jupiter détenait le pouvoir sur la foudre et le tonnerre. Le bâtiment ressemblait à une plateforme avec 54 colonnes sur lesquelles reposait un toit massif. Aujourd'hui, on ne peut plus voir que 6 colonnes de 20 mètres de haut. Chacune d'entre elles est composée de 3 sections et ressemble à un crayon. Les mines de ces crayons ont été construites en plomb, ce qui a rendu les colonnes exceptionnellement solides.
Chacun de ces morceaux de pierre pesait la somme incroyable de 80 tonnes. C'est le poids de 35 SUV Ford Explorer. Voici le plus grand bloc de la Grande Pyramide de Gizeh. Mais comparé au bloc de Baalbek, il ne semble même pas si impressionnant. Les fondations sous le temple de Jupiter ont été préservées. C'est ainsi que les spécialistes ont découvert qu'il était composé d'environ 25 pierres monolithiques pesant 450 tonnes chacune. Cela signifie que les blocs de Baalbek pèsent presque 4 fois plus que les blocs d'Égypte. Il y a 3 autres énormes blocs de calcaire dans les fondations, pesant chacun 800 tonnes. C'est plus de 2 fois le poids d'un avion Boeing 747. Les anciens bâtisseurs ont dû avoir du mal à sculpter de tels géants dans un morceau de pierre. Et après cela, ils ont aussi dû les tirer jusqu'au site de construction et les soulever à une hauteur importante. Répéter cette logistique serait probablement un cauchemar pour les constructeurs d'aujourd'hui. Pour réaliser une telle quantité de travail, ils auraient besoin d'un équipement moderne. Mais les constructeurs de Baalbek n'avaient pas de camions, de grues avec des scies circulaires ou d'électricité. Comment les bâtisseurs du passé ont-ils réussi à faire cela ? Les scientifiques ont une théorie qui inclut des cordes, des treuils et des systèmes de levier. Naturellement, les ingénieurs du passé ont fabriqué tous ces gadgets en bois. À environ 900 mètres des ruines du complexe du temple se trouve une carrière. Les archéologues supposent que c'est là que les pierres de la construction ont été taillées. Ils y ont trouvé un bloc de calcaire qui semblait être trop grand, même pour cet endroit incroyable. Le monolithe a été baptisé la Pierre du Sud. Il mesurait 20 mètres de long sur 4 mètres de large. Les anciens bâtisseurs n'ont pas eu le temps de le séparer complètement de sa roche-mère. Un groupe de scientifiques autrichiens a estimé que ce morceau de calcaire pesait plus de 1000 tonnes, soit l'équivalent de 3 avions Boeing ou 160 éléphants d'Afrique. Une autre surprise attendait les archéologues près de la Pierre du Sud. C'était un deuxième monolithe pesant plus de 1200 tonnes. Mais les anciens bâtisseurs ne se sont pas arrêtés là. Ils ont continué à travailler. En 2014, dans la même carrière, des archéologues allemands ont déterré un bloc qui pesait 1650 tonnes. Personne n'a encore compris pourquoi les bâtisseurs du passé avaient eu besoin d'un morceau de pierre qui pesait autant que 125 bus scolaires. On ne sait pas non plus comment ils comptaient déplacer ce colosse et pourquoi ils n'ont pas terminé le travail. Quoi qu'il en soit, ce troisième monolithe est le plus grand morceau de pierre transformé de l'histoire de l'humanité. Il y a à ce jour plus de questions que de réponses. Certains chercheurs pensent que les anciens bâtisseurs avaient des équipements de pointe. D'autres ne le pensent pas, mais sont impatients de comprendre comment les bâtisseurs ont réussi à déplacer ces pierres. Il y a un grand nombre de bâtiments et d'artefacts anciens dans le monde. Beaucoup d'entre eux rendent encore les chercheurs perplexes. Près de la pyramide de Djeser, en Égypte, les archéologues ont découvert un réseau de tunnels. Cet endroit s'appelle le Sérapéum. Il contient 24 sarcophages pesant de 70 à 100 tonnes. Les boîtes géantes ont été sculptées dans un seul morceau de granit et recouverts de lourds couvercles. Les sarcophages sont parfaitement symétriques. Au toucher, leurs parois sont aussi lisses que du verre. Même avec notre niveau actuel de technologie, c'est très difficile à réaliser. Mais les anciens Égyptiens ont réussi cet exploit. La coupe de Lycurgue est un artefact inestimable et un exemple de nanotechnologie ancienne. Elle est faite d'un verre qui peut changer de couleur. Si tu mets une source de lumière devant la coupe, elle devient verte. Si la lumière est derrière la coupe, elle devient rouge foncé. Dans ce cas, la figure du roi grec Lycurgue devient violet pâle. Les scientifiques n'ont compris comment ce changement de couleur fonctionnait qu'à la fin du XXe siècle. Grâce au microscope, ils ont détecté des nanoparticules d'argent, d'or et de cuivre. Elles avaient été ajoutées à la matrice de verre. Grâce à cela, tu peux observer un changement de couleur appelé dichroïsme. Fait intéressant, l'or et l'argent ont été broyés en fine poussière. C'est presque impossible à réaliser par accident. Très probablement, les anciens experts savaient parfaitement ce qu'ils faisaient. En Bolivie se trouve un curieux endroit appelé Pumapunku. On dirait que d'anciens géants y ont joué avec un énorme jeu de construction. Et après le jeu, ils ont oublié de remettre les pièces dans la boîte. Mais il n'y avait pas plus de géants autrefois qu'aujourd'hui. Ces énormes blocs de pierre ont simplement été sculptés par d'anciens bâtisseurs, il y a plus de 1500 ans. Certaines des pierres pèsent 100 tonnes. Les blocs ont été apportés à une altitude de près de 3900 mètres depuis la carrière située à 95 km du site de construction. Il n'y a pas de forêt dans cette zone, ce qui signifie que les bâtisseurs n'ont pas pu utiliser d'arbres pour fabriquer des rondins de bois. Le monument appartient à la civilisation Inca, or les scientifiques sont sûrs qu'elle n'avait aucun usage pour la roue. En 1992, les habitants d'un village chinois ont décidé de drainer un étang.
Leurs ancêtres l'utilisaient pour laver le linge et attraper des poissons depuis des centaines d'années. Ils ont pompé l'eau sans relâche pendant 17 jours. Au fond du réservoir, ils ont fait une découverte inattendue. Les villageois ont vu l'entrée d'une grotte qui descendait à une profondeur de 30 mètres. Cette incroyable découverte a été baptisée les grottes de Longyu. Des bâtisseurs inconnus avaient creusé des galeries de 30 000 mètres carrés. On y trouve des pièces séparées, des ponts, des bassins et des colonnes qui soutiennent le plafond. Les murs de la grotte sont couverts d'étranges lignes et motifs sculptés. Les scientifiques n'ont pas trouvé d'informations sur l'identité de ceux qui ont creusé les grottes, ni sur la raison pour laquelle ils l'ont fait. La technologie de construction reste également un mystère. Antonio Stradivari a vécu en Italie au XVIIIe siècle. Il crée des instruments de musique. Plus de 600 de ses œuvres ont survécu jusqu'à aujourd'hui. 500 d'entre elles sont des violons. L'un de ces instruments a été vendu aux enchères pour 16 millions de dollars. Les violons fabriqués par ce maître ont un son clair et profond. Les chercheurs n'arrivent pas à comprendre pourquoi les instruments de Stradivarius produisent des sons si uniques. Peut-être est-ce dû au vernis que le maître a utilisé pour recouvrir les violons. La réponse se trouve peut-être aussi dans le bois dont sont faits les instruments. À l'époque, l'Europe avait un climat froid. À cause de cela, le bois est devenu plus dense, et les instruments qui en étaient faits avaient un son particulièrement agréable à l'oreille. Dans la ville indienne de Delhi, il y a un pilier de 7 mètres de haut. Il pèse 6 tonnes et demie et est composé à 98% de fer forgé. Le pilier, vieux de 1600 ans, ne présente aucun signe de rouille ni de dégradation. Les scientifiques pensent que si le monument est si bien conservé, c'est grâce au climat sec et à la composition chimique du métal qui l'a rendu résistante à la corrosion. Et pourtant, les chercheurs ne savent pas comment les forgerons ont réussi à fabriquer un pilier en fer qui ne craigne pas la rouille. Cela semble être un exploit difficile, même pour les métallurgistes modernes. Le rocher Al-Nasla est divisé en deux parties par une fente parfaitement droite. Chaque bloc rocheux repose sur un petit piédestal. Certaines personnes pensent que c'est la preuve d'une ancienne technologie laser. Mais les géologues pensent que la fente est apparue en raison du déplacement du sol ou des vibrations naturelles qui se sont produites sous la roche. Ce processus a conduit à l'apparition de la fissure. Elle s'est agrandie pendant des milliers d'années et progressivement, le monument naturel a pris la forme que l'on peut observer aujourd'hui. Il y a 1000 ans, près de l'actuel St. Louis, dans le Missouri, se trouvait une ville animée et dynamique appelée Cahokia. C'était une ville amérindienne, la plus grande et la plus influente de la culture mississippienne. À son apogée vers 1050 avant notre ère, Cahokia abritait jusqu'à 30 000 personnes, ce qui en faisait une ville plus grande que Paris à l'époque. Mais ce qui est intéressant, c'est que Cahokia n'avait pas de grand marché. Habituellement, le commerce était le pilier de toute grande ville, et pourtant celle-ci suscite l'intérêt des archéologues. C'est parce que Cahokia ne se consacrait pas au commerce. C'était une question de culture, de communauté et de fêtes. Les habitants y organisaient d'immenses fêtes qui duraient plusieurs jours. La caractéristique la plus grandiose de la ville était sa place de 50 acres, entourée de pyramides de terre impressionnantes. Cet espace immense pouvait accueillir plus de 10 000 personnes. Imaginez-les toutes réunies là-bas pour des festivités, dansant, buvant des cafés et des thés, festoyant de viande de cerf et pariant sur des sports. Les événements étaient extrêmement animés. Les Cahokiens portaient des costumes impressionnants, coiffaient leurs cheveux de manière intéressante et décoraient leur corps de tatouages. Les athlètes jouaient à un jeu appelé Chunky, où ils lançaient des lances sur un disque de pierre roulant, en compétition pour s'en approcher le plus possible. Le rugissement de la foule emplissait l'air, et les artistes démontraient leur talent. Ces célébrations étaient si sauvages qu'elles ont laissé des traces dans l'histoire. Après la fin des fêtes, les Cahokiens nettoyaient en jetant les restes dans des fosses. Les archéologues ont découvert ces fosses à déchets et elles étaient remplies de restes alimentaires et de poteries. Une seule fosse contenait les restes de 2000 cerfs, et cela provenant d'un seul événement. Ils ont également trouvé des traces de diopon, une plante caféinée qui était échangée depuis des centaines de kilomètres. Cela montre à quel point les Cahokiens mettaient du soin et de la réflexion dans leurs célébrations. Aimeriez-vous vivre dans une ville comme celle-ci? Mais outre les plaisirs et les jeux,
Cahokia était aussi profondément complexe et spirituelle. La ville était construite sur un paysage qui mêlait terre sèche et zones marécageuses. Beaucoup de gens croyaient que cela symbolisait la connexion entre le monde des vivants et celui des morts. Les habitants de Cahokia voyaient leur ville comme un pont entre ces deux royaumes. Ils ont construit des monticules de terre, à la fois pour des cérémonies et des rituels, et comme support de construction. Ces monticules s'élevaient des zones marécageuses. Pendant ce temps, les gens s'installaient dans les endroits plus secs. Des chemins surélevés reliaient ces quartiers, créant un lien physique entre la vie et la mort. N'est-ce pas triste que certaines métropoles anciennes, qui rivalisaient en taille avec les villes modernes, aient simplement disparu? L'histoire de Cahokia s'est terminée en silence vers 1350 de notre ère, lorsque la ville a été abandonnée. Tout cela à cause de changements environnementaux et climatiques, d'inondations et d'autres problèmes. Mais l'influence de Cahokia était si grande qu'elle s'est étendue à des endroits éloignés. Certaines de leurs traditions, comme le Chunke et le Teyaupon, ont survécu dans les communautés autochtones jusqu'à aujourd'hui. Aujourd'hui, Cahokia est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO. Et ce n'est pas la seule mégalopole que nous avons perdue. Il y a environ 5000 ans, les habitants de la vallée de l'Indus ont construit certaines des premières villes du monde. Mohenjo-Daro était une ancienne ville située dans l'actuel Pakistan. La ville a été construite vers 2500 avant notre ère, et à cette époque, elle était un centre florissant de la civilisation de l'Indus. Bien sûr, elle était bien plus petite que les villes modernes, mais elle était assez grande pour l'époque, environ 40 000 habitants. Il semble que les habitants étaient des gens extrêmement stricts et disciplinés. La planification et l'organisation de la ville étaient incroyables. Elle était aménagée selon un schéma en grille. Les rues et les bâtiments importants étaient alignés selon l'axe nord-sud, probablement pour correspondre au mouvement du soleil et de la lune. Ils ont également construit l'un des systèmes les plus avancés de gestion de l'eau et des déchets de leur époque. La ville comptait environ 700 puits. Presque chaque maison avait son propre puits. La plupart des habitations avaient également des salles de bain privées, avec des systèmes de drainage et même des égouts souterrains. Cela montre à quel point ces personnes étaient compétentes pour rester propres. Et avec toute cette discipline, il semble qu'il n'y ait pas eu de roi, reine ou même de gouvernement central. Ils pouvaient encore avoir une certaine autorité, comme des élites locales ou des responsables élus, mais pas une monarchie stricte classique ni une religion. Au lieu de cela, les gens là-bas se soucièrent de la simplicité et de l'ordre. Ils se géraient eux-mêmes en ayant des méthodes standardisées pour faire les choses, depuis la fabrication des outils et de la poterie jusqu'à la façon dont ils commerçaient. C'est pourquoi, contrairement à beaucoup d'autres villes, Mohenjo-Daro n'avait pas de grands palais, temples ou monuments. À la place, ils avaient des zones publiques appelées citadelles. Les gens se réunissaient dans les citadelles pour des rituels, des réunions et le stockage de céréales. Et il semble que ce mode de vie ait parfaitement fonctionné. Les scientifiques ont trouvé des seaux et des poids, ce qui signifie que l'économie était bien régulée. Les archéologues ont découvert des artefacts complexes tels que l'ivoire, le lapis-lazuli, les perles de cornaline et les bijoux en or. Une autre découverte célèbre est la petite statue en bronze, connue sous le nom de danseuse, qui a été découverte en 1926. Mohenjo-Daro n'était pas du tout pauvre. Et ils ont également réalisé des bâtiments impressionnants. Rester propre était manifestement bien plus important pour eux que des démonstrations de richesse ou de pouvoir. Ainsi, ils ont créé le Grand Bain, l'une des structures les plus célèbres de la ville. C'est une grande piscine étanche, construite avec des briques cuites, perchée sur un monticule de terre, ressemblant presque à un lieu religieux, le plus proche qu'ils avaient d'un temple. Pendant ce temps, la ville elle-même a été construite sur une série de monticules. Ils ont grandi au fil des siècles, à mesure que les gens ajoutèrent de nouvelles maisons et structures. Pourquoi la ville est-elle tombée? Personne ne le sait vraiment. Il y a quelque chose de mystérieux à propos des sculptures que les archéologues ont découvert. Beaucoup d'entre elles semblent avoir été intentionnellement brisées. Cela signifie que les habitants ultérieurs de la ville, peut-être des envahisseurs ou autres, les ont détruites pour une raison quelconque. Certains scientifiques pensent pas que le fleuve Indus a peut-être changé de cours,
perturbant ainsi l'agriculture et le commerce. Mais il n'y a aucune preuve d'une inondation ou d'un quelconque grand événement de ce genre. Il semble simplement qu'avec le temps, l'ensemble de la civilisation de l'Indus s'est peu à peu estompé. Vers 1900 avant notre ère, la culture avait évolué et n'avait pas laissé grand-chose derrière elle. Laissez-moi vous parler de l'ancienne ville de Kos, qui rime avec Klo, située là où se trouve aujourd'hui la ville moderne de Kos en Grèce. Imaginez arriver par la mer, et la première chose qui vous frappe est la grandeur immense de son agora, cette vaste place publique construite avec des pierres de différentes couleurs, agencée sur des terrasses qui s'élèvent au-dessus de vous. C'était l'une des plus grandes du monde antique, et elle faisait forte impression sur quiconque approchait de la ville. Cet endroit a une riche histoire remontant à environ 223 avant notre ère. Il y a longtemps, les habitants locaux se sont rassemblés de différentes parties de l'île pour former une nouvelle ville dans le nord-est. Des gens y ont vécu depuis l'âge du bronze, et avec le temps, elle est devenue un centre d'une importance capitale pour la culture et le commerce. Et pas étonnant, puisqu'il se trouve juste à côté d'un port naturel. Le port était abrité par 2 brise-lames, et les gens y ont construit certains des sites religieux les plus importants, y compris les sanctuaires d'Aphrodite et d'Héraclès. Kos n'était pas seulement belle, cependant, elle avait un design brillant. Toute la ville était disposée en une grille ordonnée, avec des rues se croisant à des angles droits parfaits, ressemblant littéralement presque à une ville moderne. Grâce à cela, se déplacer était super facile, et les blocs, ou insulae, étaient assez grands pour contenir plusieurs grandes maisons. Kos est restée largement inchangée jusqu'au 6e siècle de notre ère. Au fil du temps, elle a commencé à rétrécir progressivement, confinée à l'intérieur des murs de ce qui est maintenant le quartier de Kora. Palmyre était une ancienne ville construite autour d'une belle oasis à un moment donné au cours du 3e millénaire avant notre ère. Initialement connue sous le nom de Tadmor, cette ville a prospéré en tant qu'étape majeure sur la route de la soie, reliant le Proche-Orient à l'Asie. C'était un centre florissant de commerce et de culture. Ils avaient un marché, des bâtiments d'assemblée, des portes grandioses. En d'autres termes, cet endroit foisonnait de vie. La ville est passée entre de nombreuses mains au cours de son histoire. Des Byzantins aux califats arabes. C'est probablement pour cela qu'elle possédait une architecture impressionnante. Un mélange intéressant d'influences gréco-romaines, perses et arabes. Le temple de Bel, la grande colonnade et un théâtre de style romain. Mais comme tous les autres, il s'est détérioré avec le temps. L'importance de Palmyre a diminué, et au début des années 1400, elle avait été largement détruite. Mais au moins, ses ruines sont restées. À présent, elles sont classées au patrimoine mondial de l'UNESCO. La première photographie fut réalisée en 1826. Oui, là-bas, tout au fond, c'est bien moi qui vous fais coucou. Depuis ce moment historique, une infinité d'images ont été capturées à travers le monde. Autrefois, si l'on souhaitait obtenir son portrait, il fallait faire appel à un peintre. Il était alors nécessaire de rester parfaitement immobile pendant de longues minutes, en espérant que la lumière soit idéale. Et pour être honnête, ces portraits manquaient souvent de fidélité. Vous auriez peut-être souhaité des yeux un peu plus lumineux, ou des lèvres subtilement ourlées. Lorsqu'il est question de figures illustres de l'Antiquité, la photographie ne peut évidemment rien nous offrir. C'est simple, il n'en existe aucune, ni image, ni vedettes antiques. Il nous faut alors tenter d'imaginer leur apparence, en nous appuyant sur des œuvres peintes ou sur des descriptions rédigées par d'éminents érudits. Heureusement, à mesure que le temps passe, ce manque de certitude deviendra lui aussi un souvenir lointain. C'est ici qu'intervient la science de la reconstitution faciale. Grâce à cette discipline fascinante, nous disposons aujourd'hui de moyens bien plus précis pour nous représenter les visages des grandes figures du passé. Mais comment les scientifiques s'y prennent-ils, vous demandez-vous? Eh bien, sachez qu'un crâne humain fournit de nombreuses informations sur l'aspect extérieur, des arcades sourcilières à l'écartement des orbites. Tout concourt à dessiner un profil réaliste. Même la cavité nasale ou la forme du menton influence la physionomie. En somme, le crâne agit comme le véritable plan du visage. En s'appuyant sur ces structures osseuses, les artistes collaborent avec les anthropologues pour reconstituer une apparence crédible. C'est une forme d'enquête scientifique grandeur nature,
mais où l'argile remplace le drame. À ce stade, vous vous demandez sans doute, mais jusqu'à quel point ces reconstitutions sont-elles fiables? Il est vrai que le résultat final ne peut restituer tous les détails. Ni la couleur des yeux, ni celle de la peau ne peuvent être déduites du crâne. La pilosité faciale demeure tout aussi incertaine. Et si vos joues rebondies vous donnent un air charmant, le squelette gardera ce secret. Malgré ses limites, la reconstitution faciale demeure un précieux outil pour esquisser les traits de personnages historiques. Le procédé en lui-même est particulièrement impressionnant. Un sculpteur expérimenté travaille en étroite collaboration avec un anthropologue pour analyser les caractéristiques du squelette et façonner les traits du visage à l'aide d'argile. L'âge, le sexe, les origines, ou encore la perte de dents ou d'éventuelles blessures doivent être pris en compte. De nos jours, il est même possible d'accomplir ce travail par voie numérique, grâce à des logiciels spécialisés. Compte tenu de ces avancées remarquables, avez-vous entendu parler des dernières révélations sur la lignée de Toutankhamon? Il semblerait que son père présumé, un ancien pharaon d'Égypte, ait récemment bénéficié d'une reconstitution numérique complète. Et croyez-moi, le résultat lui confère une allure à la fois majestueuse et apaisée. Mais bien que cette version soit la plus fidèle réalisée à ce jour, son identité exacte demeure incertaine. Ce mystérieux personnage fut découvert en 1907 dans la vallée des rois, à quelques pas de la sépulture de Toutankhamon. Depuis plus d'un siècle, des chercheurs le scrutent avec attention, estimant qu'il pourrait s'agir d'Akhenaton, le père du jeune pharaon, et une figure majeure de l'histoire égyptienne. Toutefois, certains spécialistes demeurent prudents et réclament des preuves supplémentaires pour en établir l'identité. La reconstitution de ce visage a mobilisé durant plusieurs mois une brillante équipe de chercheurs basée en Sicile. Pour parfaire leur travail, ils ont sollicité l'aide d'un artiste judiciaire brésilien spécialisé en 3D. Contrairement aux versions antérieures, ce modèle privilégie une étude fine de la physionomie, volontairement détachée de tout artifice comme la chevelure, les bijoux ou autres ornements. Dans la même veine, permettez-moi de vous présenter une toute nouvelle fashionista. Il ne s'agit pas d'une célébrité contemporaine, mais d'une chasseresse-cueilleuse ayant vécu en Suède il y a près de 7000 ans. Sa reconstitution la montre sous un jour saisissant. Une cape ornée de plumes, un collier d'ardoise et une ceinture composée de 130 dents d'animaux. Un style audacieux, voire intemporel. Sa peau sombre, décorée de motifs blancs, lui confère l'allure d'une véritable œuvre d'art. Mais ne vous laissez pas éblouir par son apparence. Cette femme ne se réduisait pas à un simple visage. Elle fut enterrée en position verticale entre 5500 et 4600 avant notre ère, et ses précieux bijoux révèlent qu'elle tenait un rôle notable au sein de sa communauté. C'est grâce à la collaboration entre un archéologue et un sculpteur que nous pouvons aujourd'hui contempler le visage de cette femme du passé. Un scanner de son crâne leur a permis de reconstruire son expression, muscle après muscle, une véritable rencontre avec l'histoire. Bien que son rôle dans la communauté demeure incertain, le soin apporté à son lieu de sépulture laisse penser qu'elle occupait une place éminente parmi les siens. Ötzi, la momie alpine âgée de 5300 ans, a elle aussi bénéficié d'un ravalement de façade grâce à cette remarquable technologie. N'allez pas croire qu'elle ait consulté un chirurgien plastique. 2 frères néerlandais ont uni sciences médico-légales et art pour recréer son visage à l'occasion d'une exposition en Italie. Ötzi fut découvert en 1991 par des randonneurs ayant retrouvé ses restes gelés dans les montagnes, près de la frontière italo-autrichienne. Il est plus ancien que Stonehenge ou que les pyramides de Gizeh. Aujourd'hui, grâce au talent conjugué des 2 frères, son visage a été restitué à partir d'images 3D de son crâne. Un photographe a immortalisé chaque étape de cette reconstitution pendant près de 6 mois. Des études antérieures ont révélé qu'il serait mort d'une blessure par flèche. Son corps, abandonné dans une région glacée et isolé en altitude, a été préservé naturellement par la neige. Aujourd'hui, il repose dans une chambre froide du musée, reproduisant les conditions humides et frigorifiques du glacier. Un système de refroidissement inédit permet même de présenter la momie au public sans compromettre sa conservation. Le dernier anniversaire de Ötzi fut son 46e, un âge plutôt avancé pour son époque. Il mesurait environ 1,60 m pour un poids avoisinant les 50 kg, ce qui en faisait un homme de petite stature. Mais après plus de 5000 ans, qui s'en soucie vraiment? Le roi Henri VII d'Angleterre a lui aussi bénéficié d'un relooking numérique. Et le résultat est saisissant.
Un graphiste a utilisé un masque mortuaire datant de 1509 pour produire une reconstitution aussi fidèle qu'impressionnante. Vous vous demandez pourquoi un masque? Avant l'invention de la photographie, on employait de la cire pour conserver les traits d'une personne avec bien plus de précision que par la peinture. Et, disons-le franchement, cette version d'Henri change complètement la donne. Henri VII régna sur l'Angleterre de 1485 à 1509. Un portrait de lui, visible à l'abbaye de Westminster, était déjà très crédible, mais cette nouvelle version numérique pousse encore plus loin. Il fallut environ 2 mois à l'équipe pour l'achever, à l'aide de logiciels spécialisés, d'algorithmes sur mesure et d'ajustements manuels particulièrement minutieux. Le projet débuta avec une image haute définition du masque, utilisée pour générer un modèle 3D du visage. Ensuite, les éclairages furent conçus. Enfin, les marques faciales et la chevelure furent ajoutées pour finaliser la reconstitution. Et ce n'est pas tout. Une barbe a été ajoutée au visage d'Henri VII, car les hommes de cette époque étaient souvent, barbus. Nous ne saurons jamais avec certitude s'il en portait une, mais ce détail humoristique apporte un certain charme à l'ensemble. L'équipe à l'origine de cette reconstitution a également redonné visage à d'autres figures historiques, telles que Mary Stuart, reine d'Écosse, ou encore Oliver Cromwell. Ces masques sont, en quelque sorte, des passerelles vers une époque révolue. Il est fascinant de constater que la technologie nous permet de remonter des millénaires pour contempler les visages que nous ne pouvions jusqu'alors que deviner. Qui sait, dans quelques siècles, peut-être que nos selfies serviront à leur tour de base à de nouvelles reconstitutions. Ceci est un véritable cerveau humain. Enfin, ce qu'il en reste, un nuage de cendres brûlant l'a transformé en verre. Cette transformation incroyable s'est produite il y a presque 2000 ans lorsque le mont Vésuve a décidé que le temps se prêtait parfaitement à une petite éruption qui détruirait les villes de Pompéi, d'Oplontis et d'Herculanum. Ce cerveau appartenait à un jeune homme qui vivait en 79 de notre ère à Herculanum. Pas la ville romaine la plus célèbre, mais ce fut le premier endroit à être découvert sous les cendres du Vésuve, en 1709. Environ 200 ans plus tard, des archéologues ont trouvé les restes de ce jeune homme allongé à plat ventre sur un lit. Toute la fumée et les cendres l'avaient probablement désorienté, et, tandis que la plupart des citoyens d'Herculanum se précipitaient vers le rivage, espérant être secourus, notre homme s'était retrouvé piégé à l'intérieur d'une maison et avait perdu connaissance. Étrangement, cela a sauvé son cerveau de la destruction totale. Mais comment diable un cerveau peut-il se transformer en verre? Eh bien, lorsque le mont Vésuve est entré en éruption, il n'a pas expulsé seulement de la lave, il a également envoyé un nuage de cendres vraiment super chaud avant que la lave solidifiée puisse s'écouler. Ce type de lave, connu sous le nom de coulée pyroclastique, peut atteindre une température de 465 degrés Celsius, ce qui est assez insensé. C'est suffisamment chaud pour faire fondre votre cerveau, mais pas assez pour le transformer en verre. Cependant, le nuage de cendres, lui, peut atteindre des températures comprises entre 500 et 600 degrés. Mais pour transformer quelque chose en verre, vous n'avez pas seulement besoin de chaleur, vous avez aussi besoin d'un refroidissement rapide. Pour faire simple, vous devez chauffer l'objet à une température suffisamment élevée pour qu'il fonde et devienne liquide. Si vous le laissez refroidir lentement, les molécules de ce liquide commenceront à s'organiser calmement en forme de cristaux. Mais si l'objet refroidit très rapidement, il se solidifiera en gardant la forme prise par le liquide. Un peu comme quand on fait des glaçons. Si vous versez de l'eau dans un bac et que vous le mettez au congélateur, elle se transformera en glace parce qu'elle refroidit rapidement. Mais si vous laissez l'eau à température ambiante, elle s'évaporera lentement. Cela signifie que le cerveau a fondu en raison d'une température extrêmement élevée. Mais avant qu'il ne puisse cristalliser, par exemple, ou simplement s'évaporer, il est devenu très froid. Le flux de l'éruption n'était pas assez chaud. Mais le nuage de cendres qui a atteint la ville avant la coulée pyroclastique l'était assez pour déclencher ce processus, et assez rapide aussi pour partir juste au bon moment. Pour déterminer la température exacte nécessaire à cette transformation d'un cerveau en verre, les scientifiques ont utilisé une technique appelée calorimétrie différentielle à balayage. Ce nom sophistiqué signifie essentiellement qu'ils chauffent des éclats de verre, afin de pouvoir observer le moment où ils commencent à changer de forme. Ils ont découvert que le nuage de cendres devait être à exactement 510 degrés Celsius pour que les cellules cérébrales se mettent à fondre.
Maintenant, souvenez-vous de ce que j'ai dit à propos de cet homme qui se trouvait à l'intérieur d'une maison alors que la plupart des citoyens étaient à l'extérieur. Eh bien, ces gens ont également été exposés à ce changement de température, mais ils ne se sont pas transformés en verre car ils n'étaient pas protégés par les murs d'un bâtiment. La protection offerte par le crâne a sûrement aidé notre homme, mais ce n'était pas suffisant. Et comme les autres n'étaient pas protégés par des murs de briques, leurs cerveaux sont simplement partis en fumée. Et avant que vous ne me le demandiez, sachez que non, aucune autre partie de son corps ne s'est transformée en verre. Vous voyez, il faut un peu de liquide pour que le processus de fabrication du verre se produise. Le cerveau contient beaucoup d'eau et de graisse, ce qui en fait un candidat idéal pour ce processus de vitrification. D'autres organes pouvaient bien sûr contenir du liquide, mais ils n'étaient pas aussi protégés que le cerveau. Ils ont donc été détruits par la chaleur. Et les os? Eh bien, les os ne contiennent pas assez de liquide. Donc, ils sont restés tels quels, ceux qui n'ont pas été carbonisés, tout au moins. Lorsque le cerveau s'est transformé en verre, il ressemblait beaucoup à une pierre d'obsidienne, une sorte de verre volcanique formé par la lave refroidie d'un volcan. L'archéologue médico-légal qui a découvert ce cerveau vitrifié a même d'abord pensé qu'il s'agissait simplement d'une pierre. Il examinait les os de notre héros lorsqu'il a remarqué quelque chose de brillant à l'intérieur de son crâne, au milieu de toutes les cendres volcaniques qui le remplissaient. À sa surprise, cette chose était bien plus fragile que l'obsidienne, et plus petite aussi, avec certains fragments mesurant seulement quelques millimètres de large. Il n'a compris que cela faisait partie du cerveau de ce jeune homme qu'après avoir apporté le verre dans un laboratoire. À l'aide d'un microscope, il a découvert qu'il ne s'agissait pas d'une pierre, mais d'un tissu organique. Les cellules qui composent nos organes. Ce tissu organique était constitué de protéines, une molécule produite par les êtres vivants comme les animaux et les plantes. Et ce n'était pas n'importe quelle protéine. Celle-ci était spécifique au cerveau humain car chaque organe est composé de différents types de protéines. Les chercheurs ont également trouvé des cellules nerveuses dans ce morceau de verre, avec les espèces de vrilles qui leur permettent de recevoir et d'envoyer des messages. Le microscope a également montré ce qui restait de la myéline, une substance graisseuse qui aide les messages voyageant le long des nerfs à aller plus vite. Ce n'est pas la première fois que des scientifiques découvrent des cerveaux humains préservés. En fait, plus de 4000 cerveaux ont été trouvés depuis le XVIIe siècle. Si vous trouvez que ce n'est pas beaucoup, gardez à l'esprit que trouver un cerveau préservé dans un squelette alors que les autres organes ont disparu n'est absolument pas courant. Vous voyez, le cerveau humain est en réalité la première chose à se décomposer lorsque nous sommes à 6 pieds sous terre, et il se transforme habituellement en liquide. Lorsque les scientifiques découvrent un cerveau humain, celui-ci est généralement desséché, congelé ou littéralement transformé en savon. Un cerveau peut être déshydraté si une personne périt dans un endroit très chaud, comme un désert. On trouve des cerveaux congelés, évidemment, dans des lieux extrêmement froids, comme les toundras polaires. Un cerveau transformé en savon peut sembler étrange, mais ce processus de saponification n'est en réalité pas si rare. Il faut beaucoup de graisse et d'huile pour fabriquer du savon, et le cerveau humain en est rempli. C'est un processus complexe, mais si vous trouvez un cerveau transformé en savon, c'est qu'il a dû être enterré dans un endroit très humide et pauvre en oxygène. En 1982 par exemple, des ouvriers ont découvert des dizaines de squelettes humains dans un étang en Floride. Ils avaient tous 8000 ans, et 91 d'entre eux avaient encore le cerveau à peu près intact. Et par intact, j'entends qu'ils s'étaient transformés en une sorte de gelée savonneuse. Au cours des années 2000, les cerveaux de 45 personnes ont été découverts en Espagne, préservés grâce à ce processus de saponification. Cette découverte a aidé les chercheurs à comprendre la composition chimique du cerveau et à connaître les conditions météorologiques qui régnaient au moment du décès de ces personnes. Les scientifiques ont également découvert en Turquie 2 cerveaux âgés de 3700 ans, appartenant à un homme d'âge moyen et à un adolescent qui tentèrent de fuir une attaque. Cette fois, les cerveaux s'étaient transformés en charbon en raison d'un incendie à très haute température. Mais bien que leur crâne ait préservé leur cerveau dans cet état, le processus de chauffage et de refroidissement n'a probablement pas été assez intense pour les vitrifier. Mais ça, c'est la première fois dans l'histoire que des scientifiques trouvent un cerveau qui s'est naturellement transformé en verre. C'est un peu comme de découvrir une licorne, mais d'une manière scientifique. Alors, que signifie cette découverte? Eh bien, pour commencer, elle nous offre un aperçu de la vie de ces gens qui vivaient à cette époque lointaine. Deuxièmement, les scientifiques ont appris une technique incroyable pour préserver le cerveau humain. Cela montre également à quel point la nature peut être puissante.
suffisamment puissante pour transformer un cerveau en verre, mais assez délicate pour le préserver pendant des milliers d'années. Alors, faisons un clin d'œil au jeune homme qui a, sans le savoir, contribué ainsi au progrès de la science. Il n'avait probablement aucune idée que son cerveau deviendrait un jour la vedette d'une découverte révolutionnaire. Sa fin tragique nous a offert un aperçu fascinant du passé. Des mygales aux serpents venimeux, les créatures australiennes suscitent une crainte bien partagée. Je ne fais pas exception. Pourtant, des fossiles récemment mis au jour révèlent qu'il y a 120 millions d'années, ce territoire était infiniment plus périlleux, entièrement dominé par d'immenses mégaraptors aux griffes acérées. Je ne regrette vraiment pas de ne pas avoir vécu à cette époque. Ces prédateurs mesuraient et non près de 8 mètres et se déplaçaient sur 2 jambes, à l'image du célèbre tyrannosaure. Ils étaient rapides, redoutables et possédaient une forme de super pouvoir. Leur étreinte, leurs puissants avant-bras, dotés de longues griffes recourbées, leur permettaient de saisir fermement leur proie. Ils les enserraient dans une étreinte implacable, rendant toute fuite impossible. Leurs dents, bien que de taille modeste, restaient suffisamment acérées pour lacérer les chairs. Les mégaraptors furent évoqués pour la première fois à la fin des années 90, lorsqu'un paléontologue découvrit leurs restes fossilisés en Patagonie, au sud de l'Argentine. Depuis cette révélation, aucun squelette complet n'a jamais été exhumé, seulement des fragments épars. Toutefois, la découverte sans doute la plus significative à ce jour a eu lieu en Australie, en tout début d'année. Alors qu'ils arpentèrent les somptueuses côtes de la région de Victoria, des chercheurs sont tombés par hasard sur des ossements de mégaraptors. Ils ont d'abord identifié des fragments de jambes et quelques vertèbres rejetés sur le rivage. Bien que le matériel soit limité, une analyse approfondie a permis de confirmer qu'il s'agissait bien d'un mégaraptor, et pas n'importe lequel, le plus ancien jamais identifié. Cette trouvaille s'avère d'autant plus enthousiasmante qu'elle renforce l'hypothèse selon laquelle ces dinosaures pourraient avoir vu le jour en Australie. Cependant, leur présence sur ce continent n'est pas une révélation récente. Dès 2023, des scientifiques y avaient mis au jour le sommet d'un crâne ayant appartenu à un mégaraptor. Revenons un instant en arrière. Leurs premiers restes ont été découverts en Argentine, n'est-ce pas? En effet. Pourtant, plusieurs années plus tard, des chercheurs ont mis au jour des fossiles appartenant à la même lignée de dinosaures à l'autre bout du globe, en Australie. Si ceux d'Océanie sont plus anciens, comment ces créatures ont-elles pu terminer en Amérique du Sud? Naturellement, ils n'ont pas volé jusque-là, et ils n'ont pas non plus traversé les océans à la nage, même si une hypothèse suggère qu'ils en étaient peut-être capables. Gardez à l'esprit que nous évoquons une époque remontant à plusieurs millions d'années. À ce moment-là, l'Australie et l'Argentine étaient en réalité voisines. Elles formaient une entité commune. Ces deux territoires faisaient partie intégrante du supercontinent de Gondwana, auquel ils étaient reliés par l'Antarctique. Mais attendez, ce passage n'était-il pas glacé? Certes, ces dinosaures ont dû franchir l'Antarctique pour atteindre leur destination, mais ils n'étaient pas transis de froid pour autant. Cet épisode s'est déroulé au milieu du Crétacé, une période marquée par un climat remarquablement chaud. À cette époque, les pôles étaient tapissés de végétation plutôt que de glace. Disons qu'ils ont pleinement tiré parti de ces conditions clémentes pour effectuer la traversée. Puis, il y a environ 180 millions d'années, le supercontinent de Gondwana a entamé sa fragmentation. À un moment donné, l'Australie s'est détachée et a dérivé, rompant ainsi avec les autres terres, y compris l'Amérique du Sud. Voilà pourquoi les mêmes espèces de dinosaures ont émergé dans des régions du monde radicalement éloignées. Le mystère étant levé, revenons à cette récente découverte. Les chercheurs n'ont pas simplement identifié quelques restes de mégaraptors sur le rivage. En tout, ce sont 250 ossements de dinosaures qui ont été exhumés sur place. Toutefois, seuls 5 d'entre eux présentaient un intérêt véritable. Ils étaient attribués à 3 espèces distinctes qui, comme il s'est avéré, cohabitaient dans la région du Victoria à la même époque. Nous avons donc déjà évoqué les 2 premiers ossements, issus d'un mégaraptor. Passons à présent à un tibia appartenant à un Unenlagina, en espérant que je n'écorche pas son nom. Ce dinosaure, parfois désigné comme le raptor du Sud, appartient à la famille du dromaéosaure et se distingue notamment par un museau allongé. Les 2 derniers tibias, de tailles inégales, proviennent d'un Carcharodontosaurus, un nom qui signifie « lézard aux dents de requin ». Ce spécimen revêt une importance particulière pour 2 raisons. Tout d'abord, il constitue la première preuve concrète attestant la présence de cette espèce en Australie. Ensuite, sa petite taille s'est révélée tout à fait inattendue, étant donné que cette espèce a toujours été perçue comme gigantesque.
En Argentine, des fossiles ont montré qu'elles pouvaient atteindre environ 11 mètres. Celui découvert en Australie, en revanche, ne mesurait que 2 à 3 mètres, ce qui représente un écart saisissant. En somme, la hiérarchie des prédateurs différait radicalement entre ces deux régions. En Amérique du Sud, les carcharodontosaures atteignaient des dimensions colossales, comparables à celles du T-Rex, surpassant en taille les mégaraptors et imposant leur domination sur tout le territoire. Mais en Australie, la situation était à l'inverse. Des mégaraptoridas massifs et redoutables y coexistaient avec des carcharodontosaures plus modestes. Cette répartition particulière des rôles souligne la singularité du cadre écologique qui régnait alors dans la région de Victoria. Bien que des restes de dinosaures aient été découverts dans l'ouest et le sud du pays, l'essentiel des fossiles provient de la région orientale de l'Australie, du Queensland notamment. C'est là que les chercheurs ont mis au jour un vestige véritablement exceptionnel, un crâne de dinosaure remarquablement bien préservé. L'analyse a révélé que cet os appartenait au 4e spécimen de titanosaure jamais mis au jour. Ce groupe de dinosaures comprend des créatures gigantesques au cou démesurément long, semblables aux brachiosaures, mais que certaines dépassaient en taille, atteignant jusqu'à 37 mètres de long. Ce crâne, exhumé en 2018, appartenait au Diamantinosaurus matildae, un nom dont la prononciation représente un véritable défi. D'après les données recueillies, cet animal aurait parcouru la planète il y a environ 88 millions d'années. Cette découverte a enfin permis aux scientifiques de reconstituer pour la première fois l'aspect probable de sa tête. En observant la reconstitution, les chercheurs ont sans doute songé « Tiens, il ressemble étonnamment à son cousin ». Il faisait référence à une autre espèce de titanosaure, au nom tout aussi imprononçable, Sarmientosaurus musakioi. Et devinez où vivait cette créature? En Argentine, pardi. L'étude renforce donc l'hypothèse selon laquelle des dinosaures auraient traversé entre l'Australie et l'Amérique du Sud durant le Crétacé moyen. Le Queensland ne livrait cependant pas là son seul mystère. En 2024, des paléontologues y ont découvert les vestiges fossilisés d'une espèce inédite de ptérosaures, vieille d'environ 100 millions d'années. Ces êtres furent les premiers vertébrés véritablement capables de voler. Ils coexistaient avec les dinosaures et comptèrent parmi les plus redoutables prédateurs aériens, avec des ailes pouvant atteindre 11 mètres d'envergure. Ces vestiges appartiennent toutefois à une espèce inédite du groupe des ptérosaures, que les chercheurs ont sobrement baptisé Halischia peterseni, un nom certes moins chantant qu'Hakuna Matata. Par rapport à leurs cousins, ces créatures étaient de taille plus modeste, avec une envergure d'environ 4,50 mètres. Cela reste néanmoins supérieur à celle de l'albatros hurleur, l'oiseau volant le plus imposant aujourd'hui. Cette espèce de ptérosaure s'avérait redoutable. Elle planait au-dessus des mers à la recherche de proies. Dès qu'un animal était repéré, elle ouvrait ses mâchoires, grandes de 60 cm et garnies de dents acérées. Une fois cette trappe mortelle déclenchée, il ne semblait guère y avoir d'échappatoire. La dernière découverte remarquable que nous évoquons aujourd'hui provient elle aussi du Queensland. Pendant plus de 20 ans, une simple roche est restée exposée à la vue des élèves du lycée de Biloela, sans que personne ne devine qu'elle conservait en son sein 66 empreintes de dinosaures datant d'environ 200 millions d'années. Ces traces furent laissées par un groupe de dinosaures répondant au nom latin d'Anomoepus scambus. Il s'agissait d'animaux de petite taille, dotés de 3 orteils par patte. Tout porte à croire qu'ils étaient largement répandus dans la région du Queensland durant les premiers temps du Jurassique. Cette roche, découverte dans l'enceinte du lycée, agit à la manière d'un cliché fossilisé, offrant un précieux aperçu de ces dinosaures et de leur comportement. Une analyse approfondie a permis d'identifier les empreintes comme appartenant à 47 individus distincts. Ce groupe marchait vraisemblablement le long d'un cours d'eau, ou le traversait peut-être, au moment où leurs pas ont laissé leur empreinte dans l'argile blanche. Par ailleurs, les données de l'étude suggèrent qu'ils se déplaçaient alors à une allure inférieure à 6 km/h. Ainsi, ces marques n'ont été découvertes qu'en Australie, mais des fossiles de la même espèce ont été exhumés ailleurs dans le monde. Ils révèlent des créatures aux longues jambes, au corps massif, aux bras courts et dotées d'une petite tête terminée par un bec. En fin de compte, elles inspirent moins de crainte lorsqu'on apprend qu'elles ne se nourrissaient que de végétaux.